Une Et fausse le fond. information visant à manipuler les Ivoiriens circule sur les réseaux sociaux. Depuis le 5 novembre, une campagne de désinformation coordonnée se passe Facebook. Cette fausse nouvelle accuse Alassane Ouattara, sous l'impulsion de la France, de réprimer son opposition prétendument favorable à un rapprochement avec l'AES. Mais derrière ces accusations, il ne s'agit ni de la France ni de la Côte d'Ivoire. Cette opération semble plutôt orchestrée depuis des réseaux situés hors du pays, liés à des acteurs pro-russes. Plusieurs indices révèlent une manœuvre structurée et coordonnée. D'abord, les messages proviennent de pages influentes comme Gandhi Malien, 1,2 million d'abonnés, ou Ouragan Web TV, affiliés à des réseaux pro-russes comme African Initiative et le partenariat alternatif Russie-Afrique pour le développement économique Parade. Ensuite, ces comptes qui diffusent régulièrement des narratifs favorables à l'AES visent à manipuler l'opinion publique ivoirienne à l'approche des élections présidentielles de 2025. Enfin, le contenu est délibérément saturé. On retrouve les mêmes visuels, le même message à quelques mots près pour donner une illusion de spontanéité, et ils sont postés en boucle dans un laps de temps très court entre le 5 et le 9 novembre. Pour l'instant, l'impact reste limité avec un faible taux d'engagement, mais cela ne signifie pas que la menace est écartée. Cette campagne pourrait être le début d'une stratégie plus vaste pour influencer les électeurs ivoiriens, fragiliser leur confiance envers leurs autorités et attiser des tensions politiques. Le véritable enjeu est la manipulation de l'opinion publique ivoirienne pour servir des intérêts extérieurs. Alors que les élections approchent, il est crucial de rester vigilant face à ces tentatives de désinformation. Et donc, mesdames et messieurs, vous avez entendu, des réseaux russes sont activement en marche, en relation avec des sites de l'AES pour désinformer les Ivoiriens, à ce que les Ivoiriens puissent perdre confiance en leurs institutions et de cette façon-là, donc, troubler les esprits pour 2025 et essayer probablement d'apporter le chaos en Côte d'Ivoire. Et chers tous, c'est avec beaucoup de tristesse que je vais vous dire qu'il faut maintenant s'habituer à cette réalité. Ça ne fera que devenir encore plus grande, cette réalité malheureuse. Mais ceux qui ne vont pas s'habituer, en tout cas, vous allez vous donner des crises cardiaques et vous aurez des crises de nerfs qui vont vous conduire à l'hypertension. Et donc, chaque fois que vous aurez une information, c'est le lieu de vous arrêter et de vous dire d'où vient l'information et quel est le niveau de crédibilité de la dite information. Et c'est dans ce même ordre aujourd'hui que nous aurons un seul sujet pour vous dire que la désinformation, ça peut être partout. Et que souvent même, là où vous croyez détenir la vérité, vous pouvez aussi retrouver les éléments de désinformation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un journal qui s'appelle Africa Intelligence. Africa Intelligence a produit un document intitulé, un document qui a pour titre « L'enquête française qui fait trembler Abidjan ». Le titre est tellement sensationnel que vous ne pourriez penser ne pas pouvoir lire cet article. L'enquête française qui fait trembler Abidjan. Waouh! L'article a été publié le 23 décembre 2024 à 5h40 GMT. Je me veux très précis pour éviter tout amalgame. Je ne m'attaque pas au contenu de l'article lui-même, mais je m'attaque à la stratégie informationnelle. La manière de donner l'information, c'est à cette stratégie-là que je m'attaque. Parce que il y a beaucoup de failles dans l'article. Et le deuxième objectif, c'est de montrer que nous aussi, nous avons la capacité de réfléchir. Et qu'intellectuellement parlant, nous n'allons jamais baisser les chines devant qui que ce soit. Parce que une fois que l'on veut tomber dans la malhonnêteté ou dans la désinformation, la manipulation, il est de notre responsabilité d'interpeller l'opinion publique pour montrer aux uns et aux autres que nous avons les capacités de nous défendre intellectuellement. Et c'est à cet effet-là que je vais venir ici démontrer avec la raison pure les limites de cet article et dire aux uns aux autres de faire très attention. Quand on tombe dans du sensationnalisme, on ne fait plus dans du journalisme, on fait dans de la désinformation. C'est aussi évident que palpable. Et donc, l'article qui a pour titre « L'enquête française qui fait trembler Abidjan ». Waouh! C'est à croire que le monde a été renversé. Mais lisons l'article. Et ici, on va expliquer ça en des termes des plus simples pour que les uns et les autres comprennent de quoi il est question.
Depuis plusieurs mois, la justice française enquête sur un système de corruption d'agents publics étrangers, entre guillemets, et de blanchiment, entre guillemets, présumé, impliquant des personnalités au plus haut niveau de l'État ivoirien. Un dossier sensible et jusque-là resté secret, dans lequel apparaissent le magma du BTP Hassan Dakala et plusieurs ministres d'Alassane Ouattara. Et donc voilà l'article qui nous plante le décor. Ils nous disent qu'il y aurait un présumé système de corruption d'agents étrangers et un présumé soupçon de blanchiment d'argent, puisque eux-mêmes ils utilisent le mot. Quand ils finissent de dire ça, corruption d'agents publics et blanchiment d'argent, ils mettent présumé au pluriel qui implique, puisqu'ici, ils utilisent le présent, donc ça veut dire qu'ils certifient déjà, et donc cela implique des hautes personnalités au plus haut sommet de l'État ivoirien. C'est un dossier qui est resté sensible et même secret, mais c'est eux qui ont pris la responsabilité sur eux de faire sortir cet article. La première question que je pose, quelque chose qui est dans les arcanes de la justice, si c'est la vérité, avec quelle capacité et avec quel droit eux, Africa Intelligence, ont eu le toupet de faire sortir quelque chose qui est dans le secret, une enquête qui est en train de continuer, vous faites sortir ça et vous mettez ça au plus grand jour. C'est au nom de quelle réalité et au nom de quelle garantie ont-ils agi ainsi? Est-ce que quelqu'un qui fait sortir les secrets qui étaient restés cachés alors que l'enquête continue toujours, quand vous mettez ces enquêtes au grand jour, est-ce que ce n'est pas fait entorse à la justice? Voilà la première question que je me pose. Est-ce que c'est vrai que c'était secret, comme le journal veut nous le faire croire? Je doute. Parce que si eux le mettent au public, il y a des gens qui ont eu ça avant eux, et il y a des gens qui sont mieux informés que eux. Donc vouloir nous faire croire que c'était un dossier ultra sensible et hautement secret, et que c'est eux qui ont pu le mettre, ça nous prouve que moi j'ai de forts doutes. Et donc ici, à travers ce premier paragraphe, l'objet de l'enquête ici, eux ils le certifient déjà en utilisant le présent. Alors que nous sommes dans une histoire qui n'est même pas encore terminée, une enquête qui n'est pas encore terminée, c'est assez suspect et assez étrange que eux ils puissent utiliser le présent comme si les faits étaient déjà avérés. Mais en ce moment, donc, on se poserait la question, est-ce que c'est Africa Intelligence qui est cette agence qui conduit l'enquête au point d'être en avance sur les enquêteurs de la justice française et d'affirmer les choses avec certitude? Parce qu'au CE1, on nous a dit que le présent de l'indicatif exprime les vérités qui s'imposent et qui se passent chaque jour. Exemple, le soleil sort à l'est et se couche à l'ouest. C'est une vérité. Une enquête n'est pas encore terminée, mais vous avez pu déjà battre les records pour vous faire une idée, pour nous établir des vérités. Je me demande où vous avez tiré ce mystère-là pour être plus en avance même que les enquêteurs de la justice française. Et plus loin, vous dites dans l'article que l'enquête est sur un système, entre guillemets, de corruption d'agents publics étrangers et de blanchiment d'argent. Mais dans votre propre article, vous dites que Hassan Dakala est ivoiro-libanais. Est-ce que, la question que je vous pose, s'il y a eu du sérieux dans votre article, donnez-nous clairement, est-ce que Hassan Dakala est français? Est-ce qu'il est citoyen français? Non. Puisque vous-même, dans votre propre article, vous le présentez comme un ivoiro-libanais. Donc, de quel agent public étranger parlez-vous? C'est aussi une question que j'aurais bien voulu poser pour que vous clarifiez, puisque vous avez déjà les conclusions de l'enquête. On aurait souhaité que vous partiez jusqu'au bout pour nous dire clairement c'est quoi la corruption d'un agent étranger. Sinon, Hassan Dakala, comme vous-même le dites, n'est pas citoyen français, mais il est plutôt ivoiro-libanais. Ça encore, c'était une des failles qu'il fallait mettre au grand jour pour vous aider à pouvoir faire des articles plus sérieux à l'avenir. C'est une enquête qui préoccupe le cœur du pouvoir ivoirien et l'un des hommes les plus riches du pays.
Elle est menée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, banlieue parisienne, et vise une poignée de membres du premier cercle du chef de l'État Alassane Ouattara. Les investigations tournent autour du magma ivoiro-libanais Hassan Dakala, PDG du groupe Porteo BTP, et se concentrent sur d'importants mouvements financiers en espèces. Donc, ils disent que l'enquête là, qui est hautement secrète, dont eux, ils ont pu prendre le risque de mettre les résultats pour déjà commencer à préparer les esprits, à savoir comment les choses vont se terminer. Eux, le juge d'instruction qui mène cette affaire-là, sans même déjà arriver aux conclusions, le journal nous dit que le pouvoir d'Abidjan tremble déjà. Mais on dit qu'il y a une enquête. On n'a pas encore fini l'enquête. Pourquoi le journal Africa Intelligence veut que le pouvoir d'Abidjan commence à trembler alors qu'il aurait été mieux si le journal Africa Intelligence n'était pas dans une posture partisane, il aurait mieux fait ce journal-là d'attendre les conclusions de l'enquête avant de dire, selon les conclusions de l'enquête, voilà de façon factuelle ce qui s'est passé et voici donc les retombées. Mais que non, l'enquête qui n'est pas encore finie, eux, ils arrivent déjà à nous démontrer que l'enquête vise une poignée du cercle du président Alassane Ouattara et que cette enquête-là fait déjà trembler. Ils disent aussi que l'enquête tourne autour de quelqu'un qui s'appelle Hassan Dakala. Et ils disent qu'il a un groupe de BTP qui s'appelle Porteo BTP. Et que l'enquête se concentre sur d'importants mouvements financiers en espèces. Qu'il y a de fortes sommes d'argent, en argent cash, ça a circulé. Que c'est sur ça que l'enquête est. Mais comme je le disais, cher journal Africa Intelligence, si vous aviez fait un peu de preuve de professionnalisme, vous auriez utilisé un temps qui se trouve dans la langue française qu'on appelle le conditionnel. Ce n'est pas à moi de vous l'apprendre. Le conditionnel exprime des actions sur lesquelles nous avons des doutes. Exemple, je mange, ça veut dire l'action que j'évoque est factuelle. Quand je dis je mange, ça veut dire je prends mes là, je mets dans la bouche et puis ça descend dans le ventre. Mais quand je dis je mangerai, ça veut dire il se pourrait que je mange. Ça ne veut pas dire que je mange, ça ne veut pas dire que je mangerai, ça veut dire il se peut que je mange. Et pour un journal qui se veut sérieux, quand on est dans une enquête qui n'est pas encore terminée, au lieu de parler en utilisant le présent de l'indicatif, il aurait été plus sérieux de la part d'Africa Intelligence d'utiliser le conditionnel. Mais que non. Et donc on se demande, pour une enquête encore qui sera en phase d'exécution, est-ce qu'il n'y a pas eu manque de modestie de votre part? Ou bien tout au moins, est-ce que vous n'êtes pas en service commandé? En tout cas, pour ceux qui savent lire entre les lignes, on comprend facilement. Tout porte à croire que soit, de façon magique, vous ne maîtrisez plus le fonctionnement de la conjugaison française, ou bien vous trouvez tellement que les républiques bananières n'en valent pas la peine que vous ne prenez pas le soin d'inscrire les événements dans leur contexte réel en tenant compte même du minimum qui est la conjugaison. Ou bien tout au moins, une troisième hypothèse, est-ce que vous n'êtes pas en service commandé? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui vous a dit d'écrire l'article en vous donnant de l'argent? Voilà autant de questions qu'on pourrait poser face à un article de ce genre. Et moi, c'est ma responsabilité d'informer les gens. Plus que d'avoir peur, nous avons les arguments de nous défendre. Et c'est ce que je suis en train de faire pour dire qu'un journal qui se veut sérieux ne fait pas dans la fuite en avant, mais s'assume et dit les faits. Puisque le journalisme, c'est d'abord la capacité d'exposer les faits sans chercher à donner vos avis. Mais vous faites le contraire déjà en nous informant de façon factuelle, comme si les faits étaient déjà avérés, sur une enquête qui est toujours en phase d'exécution. Qu'est-ce qui vous a permis de pouvoir avoir une telle posture? Est-ce un manque de modestie vis-à-vis des États du Sud, vis-à-vis des États bananiers? Ou bien est-ce un service commandé? Ou bien est-ce une incapacité à pouvoir conjuguer correctement les verbes en français? En tout cas, quel que soit ce que vous avez décidé,
les gens intelligents regardent et savent lire entre les lignes. L'enquête menée depuis plusieurs mois dans la plus grande confidentialité a été initialement ouverte pour blanchiment et est désormais élargie aux chefs de corruption d'agents publics étrangers. Elle a d'ores et déjà donné lieu à des perquisitions et à des interpellations, dont certaines ont abouti à des placements en détention provisoire. Ce qui suscite l'ire, ça veut dire la colère d'une partie du camp Ouattara, qui goûte peu les méthodes de la justice française et n'exclut pas de s'en ouvrir au plus haut niveau du pouvoir à Paris. Les faits sont là. Vous dites donc que l'enquête qui a commencé sur une affaire de blanchiment d'argent s'est désormais élargie à une corruption d'agents publics étrangers. Mais chose bizarre, vous ne nous donnez pas les noms des agents publics étrangers. Je suppose qu'ils seraient français. Vous qui êtes si informés, qui êtes même à la conclusion, chose bizarre, vous ne nous donnez pas les noms des agents étrangers qui ont été, en tout cas, les agents publics étrangers, vous ne donnez pas leur nom. C'est un défaut. Parce que c'est jeter une information, mais sans aller à la source et à la fin. C'est comme une information à moitié donnée. Et il n'y a pas pire qu'une demi-vérité. Quand on est sûr de sa vérité, là, on l'expose de façon factuelle et de façon globale. Mais les agents publics étrangers, c'est qui? Voilà encore une grosse question qui reste. Vous n'avez pas répondu. Mais comme par surprise, l'enquête qui n'est pas encore terminée, vous dites que l'enquête a créé la colère noire d'une partie du camp Ouattara. Vous ne nous dites pas encore ceux qui sont en colère là-bas. Ce qui suscite l'ire d'une partie du camp Ouattara. Et vous faites maintenant vous-même votre propre conclusion. Et ça, c'est une attitude très malhonnête qui goûte peu les méthodes de la justice française et n'exclut pas de s'en ouvrir au plus haut niveau du pouvoir à Paris. Alors, vous savez déjà ce qui va se passer. Mais vous ne nous donnez pas les noms pour un journal qui se veut sérieux. Non seulement vous n'êtes pas capable de nous donner les agents étrangers qui ont été corrompus, mais vous n'êtes pas capable de nous citer les noms des personnes qui sont dans une colère noire dans le cercle du président Ouattara. Et vous mettez une virgule pour faire en même temps une conclusion. De sorte que vous dites que c'est maintenant que la justice française va s'intéresser au groupe Ouattara et qu'il n'est pas exclu de s'en ouvrir au plus haut niveau. Qui va aller se plaindre au plus haut niveau? Dans une posture malhonnête. Vous savez que le plus haut niveau du pouvoir à Paris, c'est Emmanuel Macron. Donc vous êtes en train d'accuser le président Ouattara qui risque de se plaindre. Parce que ici, vous utilisez l'impersonnel. Et donc c'est qui vous accusez en réalité? Ça montre une attitude assez malhonnête, une attitude d'insuffisance de réflexion. Parce que quand on est sûr de ce qu'on dit, qui a dit qu'il va aller se plaindre au plus haut niveau à Paris? Qui est énervé par rapport à l'enquête? Tout lecteur sérieux va se poser ces questions-là. Et si le lecteur ne trouve pas de réponse à ces questions-là, le lecteur se dira, ce n'est qu'un chiffon. Ce que vous avez produit n'est qu'un chiffon. Parce qu'un article qui n'a pas la possibilité d'aller dans les détails, comme vous le dites, parce qu'à travers vos conclusions hâtives, vous devez être capable de nous dire qui sont ceux aujourd'hui qui étaient dans cette colère noire-là, qui sont ceux aujourd'hui qui goûtent aux méthodes de la justice française. Et donc, pourquoi vous voulez nous dire que la justice française est supramondiale? Elle peut se mixer dans toutes les affaires. Cher monsieur, si celui qui a écrit l'article là, faites beaucoup attention. La justice française n'est pas une justice internationale, n'est pas une justice supranaturelle, n'est pas une justice méta-opérationnelle. Et donc, ne pensez pas que cette relation de colonie et de colonisé et de colonisateur, ça va impressionner quelqu'un. Pour des journalistes qui se veulent sérieux, est-ce que tous ceux qui sont en France, on n'a pas pris votre président Nicolas Sarkozy pour corruption? Est-ce que vous avez fini de juger tous les cas de corruption par la justice française? Cela ne vous exempte pas de vos propres problèmes. Et ça aussi, il faut être capable de dire que si vous finissez de traiter tous vos problèmes,
et que vous devenez l'épitome des valeurs de la justice, en ce moment donc, on aurait pu vous accorder cette grandeur-là. Mais dire que c'est maintenant qu'ils vont goûter aux méthodes de la justice française, mais ça ne veut rien dire. Puisque la justice française elle-même, chaque jour que Dieu fait, on voit les défaillances même de son système. Et donc, s'il vous plaît, faites preuve de modestie. Même quand c'est en face des pays colonisés ou bien des pays du tiers-monde. C'est important. La pression est montée d'un cran au cœur de l'été. Hassan Dakala a ses habitudes dans les bureaux, dans les beaux quartiers de la capitale française, où il dispose de 3 sociétés pour faciliter ses investissements dans l'immobilier de prestige et l'hôtellerie. L'homme d'affaires l'ignore, mais son nom parsème la procédure pour des soupçons de liens corruptifs entretenus en France avec des officiels ivoiriens. Vous voyez votre article? Vous parlez comment sur la base de soupçons, vous voudrez que tout un régime commence à trembler. Est-ce qu'en France, les agents même de l'État ne sont pas corrompus? Est-ce que pour autant, les agents corrompus doivent être forcément des officiels ivoiriens qui soient liés au gouvernement d'Alassane Ouattara? Insuffisance de réflexion. Et on appelle ça simplement la paresse intellectuelle. On prend des faits, on les associe pour donner notre résultat. Et c'est très malhonnête de votre part. Hassan Dakala, comme vous aviez dit dans votre article, c'est un particulier qui fait dans le BTP. Et si des agents de l'État ivoirien se sont laissés corrompre en France par lui, quel est le lien avec le gouvernement ivoirien? Est-ce que le gouvernement ivoirien est obligé de faire la police derrière tous ses citoyens pour leur dire « n'acceptez pas les pots de vin ». Vous voyez comment c'est mauvais ce que vous faites. Alors que chez vous en France, les citoyens de l'État français peuvent subir les mêmes choses. Mais est-ce que les méfaits d'un citoyen français peuvent être imputés au gouvernement de Nicolas Sarkozy? Mais pourquoi vous faites cette conclusion hâtive? Justement par paresse intellectuelle, par incapacité intellectuelle. Vous collez des faits pour essayer de salir l'image du gouvernement ivoirien. Et vous-même vous le dites, la procédure pour des soupçons liés à des liens corruptifs entretenus en France avec des officiels ivoiriens. Non seulement ce sont des soupçons qui peuvent s'avérer vrais comme faux, mais vous avez déjà votre conclusion. Puisqu'à travers votre titre, ça fait déjà trembler la République Abidjan. Ce n'est pas sérieux pour un journal qui se dit source d'information. Les enquêteurs ont mené leur première perquisition début juillet dans 2 appartements parisiens du patron du groupe Porteo. Hassan Dakala se trouvait en Côte d'Ivoire, mais une partie de sa famille occupait l'un des biens. Il dit donc dans le mois de juillet, ceux qui menaient l'enquête là, ils sont partis dans 2 appartements qui appartiennent à M. Hassan Dakala. M. Hassan Dakala, c'est le patron du groupe BTP Porteo. Ils disent que quand les enquêteurs sont partis là-bas à Paris, dans les 2 appartements, ils ont trouvé que dans l'un des appartements, la famille de M. Hassan Dakala occupait l'un des appartements. Dans l'autre, les policiers français sont tombés sur un fils d'Amédée Kouakou, ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier. De par sa fonction, il supervise l'attribution de plusieurs grands marchés publics en Côte d'Ivoire où Hassan Dakala a obtenu d'importants chantiers ces dernières années. Donc dans le premier appartement, ils ont trouvé la famille d'Hassan Dakala. Dans le deuxième appartement, ils disent qu'ils ont rencontré. Les policiers français sont tombés sur un fils d'Amédée Kouakou. Et maintenant, l'article par malhonnêteté met maintenant le focus sur Amédée Kouakou en nous disant qu'Amédée Kouakou, c'est le ministre de l'entretien routier. À travers sa fonction là, il attribue plusieurs grands marchés et que Hassan Dakala a obtenu plusieurs marchés ces années-là. Mais est-ce que vous avez pris le temps de regarder comment ces marchés lui ont été attribués? Est-ce que ça a été fait de gré à gré? Comment on peut être malhonnête jusqu'à ce point? Est-ce que vous avez pris le temps de regarder
comment l'État ivoirien attribue les marchés. Est-ce que Hassan Dakala a passé par la corruption ou bien est-ce qu'il a obtenu ces marchés-là de gré à gré? Africa Intelligence ne cherche pas à comprendre. Ils disent on a trouvé, les enquêteurs ont trouvé un fils d'Amédée Kouakou là-bas. Maintenant, la question que je vais vous poser là, si être présent sur un lieu de crime là, si c'est ça qui fait d'un homme un criminel, c'est qu'il n'y a pas plus criminel que les policiers eux-mêmes. Ah oui, parce que si la simple présence sur un lieu qui est soupçonné être un lieu de corruption peut engager quelqu'un dans un crime, comme vous êtes en train de faire à travers la présence du fils d'Amédée Kouakou, et donc vous faites un lien avec la fonction de son père, et vous faites donc la connexion et la conclusion pour dire que ce que vous voulez dire et que tout le monde comprend, si le fils d'Amédée Kouakou se trouve dans l'un des appartements de M. Dakala à Paris, c'est parce que Monsieur le ministre de l'Entretien routier donne des marchés publics de la Côte d'Ivoire à M. Hassan Dakala. Et donc, c'est ce lien-là qui fait que le fils se retrouve là-bas. Donc, vous créez une zone de doute. Mais ce que vous oubliez, c'est que si cet appartement-là, c'est un lieu de crime, c'est que les policiers même qui étaient là-bas aussi peuvent être soupçonnés de crimes. Parce que ici, le fils d'Amédée Kouakou est simplement accusé d'être présent sur un lieu où une enquête devait se dérouler. Dans quelle justice ou bien quel enquêteur sérieux va partir sur cette base-là pour nous faire une conclusion? Si Hassan Dakala a 2 appartements et que l'un des appartements est occupé par sa famille et qu'on a retrouvé le fils d'Amédée Pierre dans l'un des appartements, ça veut donc dire que Hassan Dakala et Amédée Kouakou sont de connivence et donc c'est ce qui fait qu'il a les marchés publics. Est-ce que ça là, c'est une conclusion sérieuse? Est-ce que c'est vous qui tenez cette conclusion-là? Ou bien c'est les enquêteurs qui vous disent cette conclusion? Voilà encore que vous mettez au grand jour votre malhonnêteté. En réalité, là où le fils d'Amédée s'est trouvé là, il aurait pu être là-bas, comme n'importe qui. Est-ce que vous avez imaginé que l'enfant d'Amédée Pierre, Amédée Kouakou, peut se trouver dans l'appartement juste parce qu'il est ami avec un enfant de M. Dakala? Ou bien est-ce que celui que vous voulez accuser à travers sa présence pour toucher son père là, le lien que vous faites là, est-ce que le fils d'Amédée Kouakou a commis un autre crime autre que le fait d'être dans un appartement? Même quand la police va dans un appartement et mène une perquisition, après on prend le temps de découvrir qui fait quoi ici. Est-ce que vous avez interrogé le fils d'Amédée Kouakou? Donc cet article que vous avez écrit, c'est un article qui est programmé pour salir le pouvoir d'Abidjan. Parce que les zones d'ombre que je suis en train de mettre à nu, les insuffisances que je montre, ce n'est pas fait par exprès. C'est un article qui est commandé. Et nous savons qui l'a commandé. Et je vais donner aussi le nom de la personne. Et ce n'est pas sérieux quand un journal de la taille d'Africa Intelligence se met dans une telle posture. Ça finit par vous retirer le peu de crédit que les uns et les autres pouvaient vous accorder. Parce que comment on peut mener un article sur la base de préjugés et faire des conclusions hâtives avant même la fin de l'enquête? Il y a quoi de mal à ce qu'on puisse retrouver quelqu'un qui n'est pas lié à un crime sur un lieu de crime? Ça peut être une pure coïncidence, mais vous n'admettrez pas cela. Il faut que vous fassiez le lien pour faire sortir un résultat avant les enquêteurs. C'est une position assez étrange. Et donc, on continue. Dans ces fastueux appartements, les policiers ont découvert de l'argent liquide et saisi des voitures de luxe. L'une d'entre elles avait été sonorisée et son chauffeur personnel en France, Nabil El Bourgidi, a fini par être interpellé le 1er juillet à son domicile. Ils disent donc dans ces appartements-là, dans un des appartements, ils ne nous disent pas si c'est l'appartement de la famille ou bien si c'est l'appartement où ils ont trouvé le fils d'Amédée Kouakou. Ce qui est très suspect. Et ce qui est un manque sérieux de probité morale. C'est dans quel appartement? Vous avez dit 2 appartements. Vous avez dit, on a retrouvé dans l'autre une famille de Dakala et l'autre on a retrouvé le fils. Maintenant, est-ce que le fils là, c'est lui, c'était pour qui l'argent là? Il saute sur l'affaire, il laisse l'affaire. Mais ils reviennent pour nous dire dans un autre, en bas,
que dans l'un des appartements, non, pardon, dans ces fastueux appartements, c'est les deux, ils ont donc retrouvé, je me trompais là, et non, je ne me trompe pas, ils ont retrouvé de l'argent en liquide et ils ont saisi des voitures de luxe. L'une d'entre elles avait été sonorisée et son chauffeur personnel, Nabil El Bourgidi, a fini par être interpellé à son domicile. Sonorisé ici, ça veut dire ils avaient mis la maison là sur écoute. Et que finalement, son chauffeur personnel, je ne sais pas si c'est le chauffeur de Dakala, il a donc été interpellé le 1er juillet à son domicile. Maintenant, Nabil El Bourgidi là, de nationalité espagnole, ce auto-entrepreneur né au Liban, il y a 59 ans, est suspecté d'avoir remis d'importantes sommes en liquide à des personnalités politiques ivoiriennes à Paris liées à Hassan Dakala. Encore source de malhonnêteté, ils ne nous disent pas quels sont les hommes politiques ivoiriens qui ont reçu de l'argent. Et c'est assez suspect pour un journal qui connaît déjà les conclusions et qui ne prend pas le temps de nous donner l'information des personnalités politiques ivoiriennes. Ça veut dire que vous voulez créer simplement le doute, soit pour vous donner une importance, ou bien soit pour créer le discrédit sur le gouvernement et les hommes politiques ivoiriens. Et ce n'est pas sérieux. Parce que quand on prend quelqu'un sur un lieu de crime, ou bien pour ce que vous avez déjà fait, donner des noms, vous devez être capable d'aller jusqu'au bout. Il a été placé sous mandat de dépôt et a passé près de 6 mois à la prison parisienne de la Santé, d'où il vient d'être libéré. Et donc, quand ils l'ont pris, Nabil El Bourgi, il a fait 6 mois à la prison parisienne de la Santé, mais ils l'ont libéré. Il n'est pas le seul membre de l'entourage d'Hassan Dakala à intéresser les enquêteurs. Ceux-ci travaillent également sur les conditions d'achat d'un appartement à Paris par un cadre de la filiale Porteo au Bénin et sur les modalités de règlement des travaux. L'artisan français qui les a effectués a été entendu en fin 2024. Et il y a quelque chose. Dans le même temps, l'immeuble parisien se trouve le pied à terre du ministère des Finances béninois, Romuald Wadagni. Porteo, qui a établi une filiale à Cotonou en 2018, y a décroché d'importants marchés de gré à gré. Et justement, c'est ce que je vous disais. Est-ce que les marchés, même si on veut supposer que votre mensonge peut tenir, est-ce que Hassan Dakala a obtenu les marchés en Côte d'Ivoire de gré à gré? Ça là, vous dites ici qu'à Cotonou, il a obtenu des marchés de gré à gré. Est-ce que c'est comme ça en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez fait des recherches pour savoir? Mais vous laissez planer le doute. La justice française cherche aussi à comprendre les relations d'Hassan Dakala avec d'autres proches du président béninois Patrice Talon. Ici, à ce stade de l'enquête, le chauffeur de Dakala, qui est à Paris, aurait été détenu pendant 6 mois et il a été libéré. Mais quels sont les faits qui lui ont été reprochés? Le journal ne nous parle pas de cela. De façon claire, le journal ne nous dit pas, voilà pourquoi le chauffeur de Dakala a été condamné. Le journal fait semblant de ne pas être capable de nous dire cela. Voilà encore des points suspects. Le coup de filet du mois de juillet a été suivi d'une seconde série de perquisitions qui s'est déroulée à la mi-novembre. Ils disent donc, après les descentes de police dans le mois de juillet, il y a eu encore une autre descente de police vers le 15 novembre 2024. La police française a procédé à 2 autres interpellations entre le 18 et le 19 du même mois. Au total, elle a mené une succession d'auditions qui ont conduit au placement sous écrou d'au moins 2 suspects. Et donc, quand ils ont fait leur descente dans la mi-novembre 2024, ils ont fait des interpellations le 18 et le 19 novembre 2024. Et après avoir écouté les gens, ce journal très informé oublie de nous dire de quoi les gens ont été accusés et ils ont été placés sous écrou, ils ont été mis en prison alors qu'ils sont toujours suspects. Et le journal ne nous donne pas leur nom, le journal ne nous explique pas les raisons. Vous qui êtes si informés,
Ça encore, c'est une chose assez bizarre. En filigrane, s'esquissent aussi les contours d'un vaste réseau de transfert de fonds en espèces entre Abidjan et la capitale française, de type Hawala, particulièrement prisé par une partie de l'élite politico-économique. Et donc, ils disent qu'en plus de l'affaire qui se passe à Paris, qu'il y a un système de faire passer de l'argent direct, de l'argent cash, entre Abidjan et Paris. Ils disent que ce système-là s'appelle Hawala, H-A-W-A-L. Et que c'est un système qui est très prisé par l'élite politico-économique. Ça veut dire quoi, politico-économique? Les hommes politiques et les hommes qui sont liés aux sphères économiques. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire dans ce contexte. Qui sont ces hommes politiques et qui sont ces hommes qui sont liés dans le monde de l'économie? Ils font par malhonnêteté. Ils mettent une tache noire pour faire perdre le lecteur dans la confusion. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et vous allez comprendre de quoi il est question. Au cœur de ce système informationnel émerge un certain Mohamed C. Retenez bien ce qui va se passer ici. Ils vont rentrer dans un autre niveau de malhonnêteté. Où vous allez voir, ils vont prendre des gens par leur nom complet et d'autres, on ne va pas citer leur nom. Par exemple, un certain Mohamed C. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire, un certain Mohamed C. Mais retenez bien, au cœur de ce système informationnel émerge un certain Mohamed C. Cet Ivoirien établi à Paris est suspecté d'être l'un des piliers de ce Hawala pour VIP d'Afrique de l'Ouest. Pour les VIP d'Afrique de l'Ouest. Et donc là, on ne parle plus de la Côte d'Ivoire uniquement. Outre la nature de ses liens avec Hassan Dakala, il est également soupçonné d'être actif dans l'importation en Côte d'Ivoire de véhicules volés en Europe et destinés à être remis à des figures de l'élite d'Abidjan. On dit ce Ahmed C là, non seulement ils disent qu'il est dans le système de Hawala, c'est-à-dire comment faire transférer l'argent cash de Paris, de l'Afrique de l'Ouest pour aller vers Paris, puisqu'ils disent ici qu'il est très connu pour le VIP de l'Afrique de l'Ouest. Mais eux, ils résument l'affaire à Abidjan. Ils disent qu'en plus de cela, que ce Ahmed C là, que c'est quelqu'un qui est un spécialiste dans voler voiture. Quand il vole voiture en Europe, il va vendre ça aux figures de l'élite d'Abidjan. C'est qui les figures de l'élite d'Abidjan? C'est très malhonnête ce que vous faites. Parce qu'un journal qui se veut sérieux doit être capable de dire à qui véritablement il vend ces véhicules-là. Mais vous créez le flou pour mettre du discrédit sur le pouvoir d'Abidjan. On continue. Une organisation suivie de près par Interpol qui a mené début décembre avec la police ivoirienne des saisies de véhicules. Donc si la police ivoirienne et les autorités ivoiriennes étaient complices, pourquoi est-elle collaborée avec Interpol comme votre article même le reconnaît? La question que je pose à tout esprit qui se veut sérieux, si les autorités ivoiriennes, puisque vous n'êtes pas capable de dire clairement les noms de ceux qui sont l'élite d'Abidjan, mais comment se fait-il que l'autorité ivoirienne, l'État de Côte d'Ivoire, à travers sa police, mène une belle collaboration avec Interpol pour saisir les véhicules volés? Voilà donc cette réalité que vous évoquez même dans votre propre propos ici, vient invalider les soupçons que vous voulez mettre sur le gouvernement d'Alassane Ouattara. On continue toujours. Si Momo, entre guillemets, comme il est surnommé, a pu échapper aux limiers parisiens, désiré de l'interroger courant jeu, il a fini par être arrêté par les autorités ivoiriennes et est depuis placé en résidence surveillée à Abidjan. Deuxième chose qui vient vous confondre, l'individu que vous appelez Momo, si l'État ivoirien avait quelque chose à se reprocher, est-ce que le gouvernement ivoirien ne l'a pas arrêté? Et actuellement, contrairement à vous les Français qui semblez être perdus dans votre justice, où vous prenez des gens sur les bases de décision pour les mettre en prison, le monsieur, il a été mis aux arrêts pour la nécessité de l'enquête jusqu'à ce que verdict soit donné. Il est mis en résidence surveillée à Abidjan. Si l'autorité ivoirienne se reprochait quelque chose, est-ce qu'elle n'aurait pas laissé Hassan Dakala fuir comme ça a été le premier cas à Paris? Puisqu'à Paris, vous n'avez pas été capable de l'arrêter, mais Abidjan a été capable de l'arrêter. Ça prouve le sérieux des autorités ivoiriennes et donc vous ne devez pas être capable de mettre le discrédit sur ces autorités-là. Parmi les autres membres identifiés de ce réseau de transfert de cash figure Maurice C.,
un intime de Momo. Il est considéré comme l'un des bras droits à Paris de l'ancien président de l'Assemblée nationale Soro Guillaume en exil. Maurice a fui Abidjan à la veille du retour avorté de son patron Soro Guillaume en décembre 2019. Pour ceux qui veulent la référence, allez lire Africa Intelligence du 8 janvier 2020. Craignant d'être arrêté dans le cadre de l'opération visant plusieurs proches de l'ex-chef rebelle en Côte d'Ivoire. Depuis, il fait l'objet d'une attention toute particulière de la part des autorités ivoiriennes qui scrutent depuis plusieurs années les circuits financiers utilisés par Soro Guillaume durant son exil. Dans le cadre de l'enquête française en cours, Maurice a été interpellé à la mi-novembre et placé en détention provisoire en France sans que les enquêteurs établissent pour l'heure un lien, de lien direct entre lui et le PDG de Porteo BTP. Vous avez évoqué le cas d'un certain Maurice que vous appelez Momo. Vous dites que ce dernier est un ami ou un proche de Soro Guillaume ou même un employé de Soro Guillaume. Mais quel est le lien avec les autorités ivoiriennes? Quel est le lien avec les autorités ivoiriennes? Quand vous-même dans votre article du 8 janvier 2020, vous dites que depuis lors, Soro Guillaume et même Momo ont pris leur distance d'avec le régime d'Abidjan. Et en plus de cela, dans votre propre article, vous dites que Momo a été interpellé à la mi-novembre, il a été placé en détention. Mais que actuellement là, vous n'avez pas pu établir des liens à travers vos enquêtes entre Momo et Hassan Dakala. Donc quel est donc l'objectif de vouloir mélanger des choux et des carottes? C'est une attitude assez suspecte. Et là, quand vous parlez de Soro Guillaume et de sa bande, ici même là, vous n'évoquez même pas leur nom. Vous prenez prénom plus la première lettre de leur nom de famille. Mais pourquoi? Alors que quand vous citez Amédée Kouakou, vous citez son nom en entier. Qu'est-ce que vous voulez cacher? Des pro-Soro sont cités, mais vous donnez seulement leur prénom et la première lettre de leur nom. Et la même chose continue. Alors qu'au contraire du juge et de toutes les autres personnes, quelle est cette démarche bizarre où des gens qui sont soupçonnés, selon vos intérêts, vous citez leur nom entier, alors que si vous avez comment on appelle les premiers noms de famille, ça veut dire que vous avez l'entièreté de l'information. Mais pourquoi vous ne donnez pas les noms complets? Alors que vous avez donné le nom du juge et de toutes les autres personnes. C'est une attitude assez bizarre pour un journal qui traite d'une affaire qui serait en phase d'enquête sans être capable de protéger l'identité des personnes. Mais on ne va pas s'intéresser à ce détail-là. On sait dans quelle malhonnêteté vous êtes. Mais ce qui est intéressant, un journal qui se veut sérieux, pour une enquête qui est toujours en cours de réalisation, votre journal aurait pris le soin de protéger l'identité des personnes qui étaient engagées dans cette enquête-là. Mais avec une aisance déconcertante, vous arrivez à citer le nom de Ténébrema Ouattara, d'Amédée Kouakou, d'Alassane Ouattara. Et plus en bas, vous citez Fidel Sarasoro. Mais lorsqu'il s'agit des partisans de Soro Guillaume, comme Mori C, alias Momo, un peu plus bas, on va voir un certain Alika, vous n'avez pas de problème, vous les citez facilement. C'est une attitude assez suspecte. Mais même au-delà de ce défaut, c'est avec quel niveau d'intelligence vous citez les noms des gens sans vous mettre en tête que l'enquête n'est pas terminée. Il faut qu'on protège l'identité. Parce que quelqu'un qui est accusé, les faits peuvent s'avérer faux et il sera libéré demain. Mais vous n'avez pas cette intelligence-là. Et donc, ce n'est vraiment pas du tout bon. Et par votre manque de savoir-faire, vous pouvez faire compromettre l'enquête. J'espère que vous savez ça. Mais la question que je me pose, en agissant ainsi, quel était l'objectif que vous voulez atteindre? Pour moi, l'objectif c'est de s'attaquer aux proches du docteur président Alassane Ouattara afin que celui-ci soit, ce dernier-là soit sali et que celui-ci soit isolé. Quand Alassane Ouattara est isolé, qui ne se souvient pas quand Amédée Pi a fait des sorties musclées contre Tidjane Thiam? Qui ne se souvient pas? Qui a dit ici que chaque agent n'a pas payé impôt en Côte d'Ivoire? C'est Amédée Kouakou.
qui ne connaît pas la haine des opposants ivoiriens contre le ministre de la Défense et le ministre de la Défense ivoirien. Mais comme vous savez que vous ne pouvez pas directement impliquer le président Ouattara dans les affaires de scandale, donc vous impliquez les hommes durs qui sont autour de lui pour faire le jeu de qui? Voilà donc la question que moi je vous pose. Et ainsi donc quand vous allez isoler Alassane Ouattara en affaiblissant ses pions les plus forts, vous allez le livrer aux opposants de l'abattre médiatiquement. Voilà votre objectif pour cet article-là. Mais qui a intérêt à faire ça? Celui qui a intérêt à faire ça, c'est celui qui n'a jamais payé ses impôts en Côte d'Ivoire. C'est celui qui n'a jamais scolarisé ses enfants en Côte d'Ivoire. Et c'est celui qui n'a jamais été capable d'apporter un plus-value à la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Tidiane Thiam. Je crois que les choses sont claires. De son côté, Hassan Dakala, qui prend le plus grand soin à éviter tout déplacement à Paris depuis le mois de juillet, se défend de tout rôle dans ce réseau financier informel. Les enquêteurs se penchent aussi sur des mouvements de fonds impliquant le puissant homme d'affaires qui a notamment recours à la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, la BACI. Cette filiale de la Banque Centrale Populaire de BCP du Maroc, où il lui arrive de séjourner, travaille régulièrement avec le groupe Porteo. Et puis nous, on n'a qu'à faire quoi? Nous, on s'en fout. Vous-même, vous venez nous dire ici que Hassan Dakala ne va pas parler depuis juillet. Ce n'est pas une information qui nous intéresse. Hassan Dakala dit qu'il n'est pas lié à leur Awala. Ça, c'est l'enquête qui va déterminer ça. Ça ne nous intéresse pas. L'enquête se penche aussi sur des mouvements de fonds impliquant le puissant homme d'affaires à travers la BACI, la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire et la Banque Populaire du Maroc. Nous, ce n'est pas notre affaire. Si vous avez les preuves, pourquoi ne pas les mettre à la disposition du grand public ou même des enquêteurs? Nous, on ne cherche pas à défendre quelqu'un. Nous, on cherche à montrer aux gens la vérité. Et la vérité commence, c'est vous qui avez fait sortir un article sur une enquête qui est en cours. Est-ce que votre méthode, elle est déontologique? La découverte progressive de cette nébuleuse, au sein de laquelle se côtoient des réseaux gravitant autour du magma du BTP ivoirien. Maintenant, vous dites que Hassan Dakala, il n'est plus ivoiro-libanais. Maintenant, votre article dit maintenant qu'il est devenu ivoirien. Ça veut dire que celui qui a écrit l'article est très désordonné. Ou bien il a écrit l'article parce qu'il n'accorde pas grande importance à l'affaire. Sinon, dans le même article, vous ne pouvez pas nous dire que quelqu'un est ivoiro-libanais et en même temps qu'il est libanais. C'est de la stupidité de la base. C'est de la stupidité la plus abjecte. Mais finalement, dites-nous, quelle est la nationalité d'Ahmed Dakala? Est-il ivoirien ou est-il ivoiro-libanais? Ça veut dire que ceux qui ont écrit cet article-là ne sont pas du tout sérieux. Je reprends. La découverte progressive de cette nébuleuse, au sein de laquelle se côtoient les réseaux gravitant autour du magma du BTP ivoirien, de personnalités du pouvoir politico-économique à Abidjan et des proches de Guillaume Soro, suscite une gêne palpable à Abidjan. Et donc ils disent ici que le magma du BTP ivoirien, qui s'appelle Hassan Dakala, qui tantôt selon eux est ivoiro-libanais, que ici, cette nébuleuse qui a été découverte là, qu'on retrouve des gens de Soro Guillaume, on retrouve des personnalités du pouvoir politico-économique à Abidjan, etc. Vous faites gonfler une histoire, mais sans être capable de nous dire qui a fait quoi. Ça s'appelle simplement de la malhonnêteté. Sinon, quand vous êtes capable de dire des choses, et que vous-même, votre article, il y a plusieurs points de contradiction, ça veut dire que je ne pense pas que ce soit sur les bases de l'enquête que vous avez écrit cet article. Parce qu'il y a trop de points de contradiction. Et donc, on se poserait la question, pour quel objectif vous avez écrit cet article? Si ce n'est simplement que pour salir le régime d'Abidjan. Et c'est une attitude malhonnête. Et vous n'êtes pas à vos premiers essais. Après, je vais donner 3 exemples de Africa Intelligence englués dans des scandales. Je vais le dire aussi. D'autant que les noms de plusieurs ministres ivoiriens apparaissent directement dans le dossier. Ils disent donc que eux là, le dossier que eux ils ont là, qu'il y a le nom de plusieurs ministres qui apparaissent.
Et à commencer par celui de la défense, Tene Brema Ouattara, très lié à Hassan Dakala, dont il a utilisé à plusieurs reprises le jet privé. Le frère cadet du président se retrouve sur les radars des enquêteurs. Ces derniers s'intéressent de près à la nature des relations entre l'officiel ivoirien, coutumier des séjours à Abidjan, et le patron de Porteo. Vous vous souvenez, à 2-3 jours, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question. Je lui ai dit, il faut me donner ta source. J'ai fait exprès. Sinon, je savais de quoi il était question. Je lui ai dit, il faut me donner la source. Je savais bien. Mais j'ai fait exprès. Maintenant, là, ils disent qu'il y a une nébuleuse qui a été découverte à Abidjan. Il n'y a pas de problème. Et que dans cette nébuleuse, il y a de fortes personnalités du pouvoir politico-économique à Abidjan qui sont des proches de Soro Guillaume. Et aujourd'hui, là, ça a créé une gêne totale à Abidjan. Vous savez, le pouvoir d'Abidjan, les gens sont gênés. Maintenant, ils disent qu'ils vont donner un exemple. Ils disent l'exemple par lequel ils vont commencer. C'est le ministre de la Défense, Tene Brema Ouattara. Qu'il est lié à cette nébuleuse-là parce qu'il a voyagé à plusieurs fois dans le jet privé de Hassan Dakala. Et qu'à cause du fait qu'il a voyagé dans le jet privé d'Hassan Dakala, ça fait que les enquêteurs ont mis leur radar sur Tene Brema Ouattara. Et maintenant, ils essaient maintenant de toucher à la vie privée d'un officiel pour dire « Ah, il aime beaucoup aller à Paris, hein. Il aime beaucoup aller à Paris, hein. » Donc, comme pour essayer de susciter des envies, de féliciter chez certaines personnes, des envieux. Ok, revenons sur ça. Supposons qu'il est lié à cette nébuleuse. Est-ce que parce qu'il a pris un jet privé d'Hassan Dakala pour se déplacer, pour aller à Paris, ça fait de lui directement lié à cette nébuleuse? Qui vous a dit ça? Est-ce que ce sont les enquêteurs qui vous ont dit ça? Ou bien c'est vous-même qui avez supposé? Voilà donc la grande différence entre des gens sérieux qui veulent mettre un article pour informer les gens ou bien des gens qui écrivent un article pour désinformer les gens. Est-ce que c'est sur la conclusion de l'enquête que vous aviez décidé que Tene Brema est lié à la nébuleuse politico-économique à Abidjan? Non. Il a voyagé simplement dans le jet privé d'Hassan Dakala pour des déplacements à Paris. Mais on peut vous poser une question simple. Un jet privé là, c'est pas un vélo. Un jet privé là, ça s'entretient. Quand les gens payent les jets privés là, c'est pas que eux ils vont voyager tous les jours. Ils payent ça pour mettre à la disposition des gens qui veulent voyager. Est-ce que vous avez pris le temps d'appeler Tene Brema Ouattara pour lui demander les voyages que tu as fait là, est-ce que tu as payé? Ou bien est-ce que Hassan Dakala t'a donné le jet là cadeau pour que tu voyages dedans? Non, l'article ne nous parle pas de ça. Mais l'article va directement à la conclusion pour nous dire donc à cause du fait qu'il a voyagé dans le jet privé d'Hassan Dakala, et donc là, les enquêteurs ont mis leur radar sur Tene Brema. Et donc là, actuellement c'est gâté. Et donc aujourd'hui les enquêteurs veulent comprendre quel est le lien entre maintenant Tene Brema Ouattara et Hassan Dakala. Mais le lien là, ce n'est pas difficile à comprendre. Si Tene Brema arrive à nous prouver que lui n'a pas loué l'avion là, tu ne peux pas prendre une marchandise et la consommer quand ce n'est pas pour toi. C'est un jet privé. S'il arrive à prouver, tous ceux qui ont les jets privés là, ils mettent ça en location. Demandez-lui s'il arrive à nous donner les reçus là. Mais pourquoi voudriez-vous qu'il y ait un lien entre lui et Hassan Dakala? Pourquoi vous voulez créer un lien qui n'existe pas? Pourquoi vous faites dans la supputation? Pourquoi vous faites dans l'autosuggestion? C'est très malhonnête. Vous auriez dû laisser les faits parler d'eux-mêmes, plutôt que de faire dans de la fuite en avant. Et c'est encore de la malhonnêteté caractérisée. Parce que vous auriez pu demander, est-ce que Tene Brema peut prouver, comme n'importe quel citoyen, même si moi je veux, si j'ai les moyens là, si je n'ai pas un jet privé là, et que notre maire Sali connaît a un jet privé là, je peux lui dire, je veux voyager. Ton jet là, tu peux me louer. On fait la transaction, je prends le jet, je paye l'argent, je m'en vais. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien entre moi et elle. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien entre nous. Il n'y a qu'un lien de relation commerciale là. J'ai un produit que je n'ai pas. Vous pensez que Tene Brema là. Et au contraire, vous voulez le salir, mais vous êtes en train de le blanchir. Avec les moyens qu'il a là, il aurait pu détourner l'argent de la Côte d'Ivoire pour ne pas protéger les Ivoiriens. Puis il aurait pu payer son jet privé.
Mais Dieu merci, en voulant salir quelqu'un, vous venez même le laver. Ah, lui, il est ministre de la Défense. Lui, il peut payer les avions chers. Lui, il peut payer des armements chers. Mais lui, il oublie de se payer un jet privé. Au point même qu'il s'en va louer le jet d'un. Il s'en va prendre le jet avec un particulier. Mais Dieu merci. Vous nous dites donc que c'est quelqu'un qui n'est pas lié à la corruption. En Afrique, quelqu'un qui est le chef de l'armée, qui n'a pas pu payer un jet. Waouh! Mais comme on le dit, en voulant salir un homme, vous finissez par le blanchir sans vous en rendre compte. Et donc vous voyez comment la malhonnêteté peut vous conduire au contraire de ce que vous espériez. Il aurait simplement fallu que vous demandiez à monsieur Ténébrema Ouattara, est-ce que monsieur Ténébrema Ouattara, vous avez les reçus du jet privé que vous avez pris avec Hassan Dakala? S'il dit je n'ai pas les reçus et que monsieur Alassane, monsieur comment il s'appelle déjà, Dakala, m'a donné ça gracieusement, ça aurait pu prêter à doute. Et donc on aurait pu chercher pourquoi un officiel de l'État reçoit un cadeau. C'est une attitude bizarre. Mais non, vous ne faites pas ça. Vous aurez pu demander, est-ce qu'il a les reçus? S'il refusait de vous montrer, vous pouvez dire, ça c'est un acte suspect. Mais vous ne demandez rien. Vous dites qu'il a voyagé dans le jet privé et c'est suffisant pour que vous vous intéressiez à voir les liens qui sont entre lui et puis Hassan Dakala. C'est simplement de la malhonnêteté. M. Ténébrema aurait pu gracieusement payer les services de ce jet-là pour ses besoins personnels. Et là, ça ne fait pas de lui un suspect ou quelqu'un qui est lié à cette nébuleuse. Et donc l'article a été très malhonnête et injuste. On continue. Également, cité dans l'affaire le ministre des Travaux publics, Amédée Kofi Kouakou, dont le fils a été retrouvé. Et ils prennent le soin de revenir sur la même affaire. Comme maintenant pour donner des exemples. Qu'il y a des proches du président Ouattara qui sont liés à ce scandale. Le premier qui était Ténébrema, je vous ai expliqué simplement les faits. Le deuxième, c'est Amédée Kouakou, dont le fils a été retrouvé par les enquêteurs français dans l'un des appartements du patron de Porteo. Il est particulièrement inquiet et a dernièrement préféré reporter ses voyages envisagés dans la capitale française. Contacté, il n'a pas donné suite aux sollicitations d'Africa Intelligence, tout comme Ténébrema Ouattara. D'autres ministres pourraient être éclaboussés par l'affaire et plusieurs d'entre eux contactés assurent n'avoir rien à se reprocher et minimisent la nature de leur relation avec Hassan Dakala. Donc ils reviennent pour nous donner un deuxième exemple. Ils disent dans le deuxième exemple, c'est l'exemple de Amédée Kouakou. Parce que si lui il est cité, c'est parce qu'on a retrouvé son fils dans l'un des appartements d'Hassan Dakala à Paris. Et qu'à cause de ça aujourd'hui là, Amédée Kouakou tremble comme ça. Quand il attend le nom Paris là, il dit je ne vais pas à Paris, je ne vais pas à Paris. Il tremble comme ça. Hein? Vous êtes fort. Comment vous avez fait pour savoir ça? Ça, c'est vous qui le voyez. Il est particulièrement inquiet et a préféré dernièrement reporter ses voyages envisagés dans la capitale française. Jean, s'il va à Paris, ils vont l'arrêter en même temps. Donc il a tellement peur. Vous avez été capable de savoir cela. Mais vous ne nous dites pas les éléments qui vous ont permis de dire cela. Ils disent qu'ils ont contacté M. Amédée. Ils n'ont pas eu de suite. Qu'ils ont contacté M. Ténébrema Ouattara, qui n'ont pas eu de suite. Mais qu'il y a d'autres ministres qui sont éclaboussés par l'affaire. Et que plusieurs parmi eux, quand ils ont pu leur demander, est-ce que l'affaire Hassan Dakala, là, quels sont vos liens avec Hassan Dakala? Eux tous disent, ah bof, bon écoutez, nous n'avons rien à nous reprocher. Ah ben Hassan Dakala, tout le monde a minimisé l'affaire. Donc comment vous dites dans votre article que l'affaire l'a fait trembler la République, mais en même temps ceux que vous avez demandé qui sont à la tête de la République, votre propre article dit que les mêmes personnes que vous aviez pu interroger disent, assurent n'avoir rien à se reprocher et minimisent la nature de leur relation avec Hassan Dakala.
Donc votre article est un article malhonnête de la première classe. Mais vous pensez que vous aurez pu créer du sensationnel parce que des opposants ivoiriens, s'ils vous ont payé ou mais vous ont mis en mission commandée, en tout cas vous avez largement échoué. Parce que sur la base même de la cohérence interne, on arrive à vous démonter par pièces. Et de façon factuelle, pour un homme qui a utilisé ne serait-ce que les 1 millième de son cerveau, ce que vous avez mis dans cet article-là, vous n'aurez plus le temps de se dire qu'il y a des gens intelligents qui vont lire et qui vont se poser des questions. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de venir vous dire que c'est un article poubelle que vous avez mis là. Parce qu'il y a trop de zones de contradiction et d'insuffisance. Quelques semaines après, les premières perquisitions de ses biens à Paris, le tycoon du BTP a été décoré en grande pompe de la reconnaissance du mérite national par le directeur du cabinet du chef de l'État en personne, Fidel Sarasoro, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Ils reviennent encore avec une troisième stratégie pour dire que, regardez, Hassan Dakala, là même, là encore, là, il n'y a pas longtemps, là, ils l'ont décoré. Ils l'ont décoré. Mais on peut être bête jusqu'à ce point-là. On peut être bête jusqu'à ce point-là. Je vais vous prendre un exemple. Vos soldats français qui se promènent pour tuer les gens là, j'espère qu'ils n'ont jamais commis de crimes par erreur ou bien même de façon volontaire. Mais vous les décorez. L'enquête n'a pas encore fini. Vous accusez déjà M. Dakala. C'est vous qui le voyez. Si les enquêteurs acceptent, si les choses se passent comme ça maintenant en France, c'est vous qui le voyez. Moi, ça ne m'intéresse pas. Depuis qu'on est en train de parler, je n'ai pas donné mon avis sur la procédure qui est en cours. Mais c'est l'insuffisance de votre journal et la mauvaise stratégie que vous avez utilisée. C'est ce que je suis en train de critiquer. Non, si M. Hassan Dakala a été décoré par reconnaissance au mérite de l'ordre national par M. Fidel Sarasoro, vous voulez faire croire aux lecteurs que donc là, M. Hassan Dakala a une toute super puissance dans tous les échelons du gouvernement, jusqu'au cabinet même du chef de l'État, et jusqu'au directeur du cabinet du chef de l'État, et devant plusieurs membres du gouvernement. Waouh! Hey, Hassan Dakala n'a pas cette importance-là. Il n'a même pas les 1 millième de cette importance que vous voulez lui donner. Il y a des anonymes qui se sont fait décorer. Un homme là, personne n'est parfait. Peut-être que ce que vous dites là, il a fait, peut-être qu'il n'a pas fait. Mais le travail qu'il fait en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a fait le travail là correctement? Les travaux de BTP qui lui ont été donnés là, est-ce que les travaux là, on voit ça avec nos yeux ou on ne voit pas? Si l'État de Côte d'Ivoire est satisfait de son travail, que l'État de Côte d'Ivoire dit, tu as travaillé, comme de la manière Pierre Fakouri a travaillé là, et puis on leur donne des mérites. En quoi est-ce que cela est préjudiciable ou mieux peut engager la crédibilité de tout un gouvernement? Est-ce que vous êtes sûr que l'article que vous aviez écrit là, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez écrire ça sur l'État français? Mais parce que c'est un État que vous considérez un État bananier, vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Mais sachez que nous, Africains, nous avons les capacités intellectuelles de nous défendre et de sélectionner le vrai du faux. Et donc, voilà encore une attitude malhonnête. Quand un soldat va au front, là, il peut faire une erreur pour tuer un civil. Mais puisque l'objectif, c'était de gagner la guerre, quand il a gagné la guerre, qu'il est revenu là, quand on le décore là, on ne lui dit pas, mais et les civils que tu as tués par erreur là. Donc, ce que vous-même, vous ne pouvez pas faire, ne demandez pas aux autres de le faire. Si M. Hassan Dakala, je m'en fous de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. S'il est coupable, que vous l'attrapez, c'est votre problème. Est-ce que l'argent là, c'est rentré moi dans ma poche pour que je vais soutenir quelqu'un? Moi, je m'en fous. Si quelqu'un est impliqué avec lui là, menez votre enquête, prenez-le. Ça moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Mais si M. Hassan Dakala, dans tout votre article, vous n'avez pas été capable de nous montrer qu'il a reçu des marchés gré à gré. Vous n'avez pas été capable de nous montrer ça. De deux, vous voulez dire que parce que le fils d'Amédée s'est trouvé dans un de ses appartements, donc forcément, il aurait un lien entre Amédée et M. Hassan Dakala, et de ce fait donc M. Ténébrahima Ouattara, et donc M. Fidel Sarasoro et plusieurs membres du gouvernement, c'est un syllogisme mal ficelé. C'est comme dire, par exemple, tous les Anglais aiment le thé, M. Mark vit en Angleterre, donc M. Mark est un Anglais.
Voilà le syllogisme bête que vous venez de faire. Tous les Anglais aiment le thé. Monsieur Marc vit en Angleterre. Donc, conclusion, comme je venais de vous le dire, Marc est un Anglais. C'est faux. Marc peut être d'une autre nationalité. Quand bien même qu'il soit vrai que Marc vit en Angleterre, ce n'est pas tous ceux qui vivent en Angleterre qui sont des Anglais. Et donc ça vient invalider la thèse. Et c'est justement à ce jeu-là que vous êtes en train de vous donner. Si Amédée Kouakou, on a retrouvé son fils dans la maison de Ahmed Dakala, cela suppose donc qu'il a des liens avec Amédée Kouakou. Et à partir de ces liens-là, on a vu aussi que TBO a utilisé son jet. Et en même temps, Fidel Sarasoro aussi a décoré Ahmed Dakala au nom de l'État de Côte d'Ivoire, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Donc tout cela serait impliqué dans l'affaire. Voilà votre conclusion. Voilà votre conclusion. Est-ce que vous êtes sûr que ça tient? Je vous ai donné un exemple très clair. Tous les Anglais aiment le thé. Monsieur Marc vit en Angleterre. Donc, monsieur Marc aime le thé. Mais l'erreur ici, c'est que monsieur Marc n'est pas anglais. Parce que tous ceux qui vivent, monsieur Marc est un diplomate suisse. Oui, monsieur Marc aime le thé. Monsieur Marc vit en Angleterre. Mais monsieur Marc n'est pas anglais. Et c'est cette grosse bourde-là que vous venez de faire, en pensant que vous allez jouer avec l'esprit des gens. Parce que vous n'avez pas été capable de prouver que les marchés reçus par M. Hassan Dakala lui ont été donnés de gré à gré. Alors que vous nous dites au Bénin qu'il a reçu des marchés gré à gré. Mais vous ne dites pas ça pour la Côte d'Ivoire. En plus, vous ne nous démontrez pas le lien qui est entre le fils de M. Amédée Kouakou et l'appartement. Vous avez pris M. TBO. Vous ne nous dites pas. Le jet là, est-ce que c'est un service privé qu'il a payé avant d'utiliser? Vous ne nous parlez pas de ça. Et maintenant, vous venez encore pour dire, il y a Fidel Sarasoro même qui l'a décoré au mérite de l'ordre national devant plusieurs ministres. Ça s'appelle simplement de l'irresponsabilité. On peut être paresseux jusqu'à ce point-là pour ne pas réfléchir parce qu'on s'appelle Africa Intelligence alors que vous faites dans l'Africa idiotie. Ce n'est pas du tout sérieux. Et moi, je ne pouvais pas regarder un tel article et puis m'asseoir et puis ne pas réagir. Pour assurer sa défense en France, Hassan Dakala s'est attaché les services de l'avocat David Olivier Kaminski. Contacté par Afrique Intelligence, ce dernier tient à souligner que les perquisitions dans les appartements de son client n'ont pas permis de révéler, selon lui, d'éléments défavorables. Maintenant, vous dites que les deux appartements où il y a de l'argent qui a été découvert avec des voitures de luxe, selon vous, quand vous avez demandé à l'avocat de M. Dakala qui est à Paris, son avocat s'appelle M. David Olivier Kaminski, quand vous lui avez demandé, ton client Hassan Dakala, là, les deux perquisitions qui se sont faites chez lui à la maison, là, est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui peuvent compromettre l'enquête pour rendre les choses difficiles pour Hassan Dakala? Qu'est-ce que son avocat vous a dit? Contacté par Africa Intelligence, ce dernier tient à souligner que les perquisitions dans les appartements de son client Hassan Dakala n'ont pas permis de révéler, selon lui, d'éléments défavorables. Il dit, il n'y a rien de bon qu'on a trouvé là-bas. Il dit, il n'y a rien de bon qu'on a trouvé là-bas. Alors que vous, dans votre article, vous avez dit qu'ils ont trouvé des éléments compromettants, de fortes sommes d'argent et de voitures luxueuses. Mais est-ce que parce que quelqu'un, tu possèdes une voiture luxueuse, c'est un crime? Est-ce que posséder une voiture luxueuse est un crime? Et donc cet article est recommandé. Ça va être votre tombeau. Parce que moi, je ne vais pas hésiter à vous matraquer pour montrer vos insuffisances. Faute de mise en examen dans ce dossier, faute de mise en examen dans ce dossier, le pénaliste parisien dit ignorer pour l'instant la teneur de l'enquête et les charges qui pèsent sur son client Hassan Dakala.
Et ce que vous ne savez pas, moi j'ai appelé un avocat au barreau de Paris. Je lui ai demandé, est-ce que vous êtes au courant de l'affaire? Ils disent non. C'est la même chose que l'avocat d'Assane Dakala dit. Faute de mise en examen dans ce dossier, le pénaliste parisien dit ignorer pour l'instant la teneur de l'enquête et des charges qui pèsent sur Assane Dakala. Il dit eux-mêmes ne savent pas pourquoi les gens s'acharnent sur Assane Dakala. De toute façon, nous on n'a rien à voir avec ça. Mais toujours est-il que il aurait donc été mieux de laisser la justice et les enquêteurs dire quelque chose plutôt que de s'engager dans une aventure ambiguë comme l'a fait Africa Intelligence. Il a entrepris des démarches toujours en cours pour tenter de récupérer les voitures saisies en juillet. Il dit donc, puisqu'il n'y a pas d'éléments défavorables contre son client et qu'il n'y a pas de crime dans la justice française qui dit que posséder une voiture de luxe c'est un crime, que lui il a lancé des démarches qui sont actuellement en cours pour récupérer les voitures de son client. C'est vous-même qui écrivez ça. De son côté, le parquet du tribunal judiciaire de Nanterre se refuse à tout commentaire sur cette procédure en cours. Si le parquet de Nanterre se refuse à tout commentaire, votre article là fait plein de commentaires. Comment vous appelez ça maintenant? Ce que vous dites là, nous on a la capacité de réfléchir. Hein? Si le parquet, le tribunal judiciaire de Nanterre se refuse à tout commentaire sur cette procédure en cours, quelle capacité ou mais quelle extraordinaire possibilité vous aviez de pouvoir écrire un article pour dire n'importe quoi, sans jamais être capable de donner des vérités factuelles et vérifiables. L'instruction est menée par le magistrat Nicolas Bayeto. Et donc là, ils vont faire maintenant dans du sensationnalisme encore, qui s'est illustré dans plusieurs grands dossiers politico-financiers français, des affaires de Karachi à Big Malion, en passant par l'escroquerie sur la taxe carbone, ce qui renforce l'inquiétude dans le premier cercle du pouvoir ivoirien sur la base, oh my God, on peut se faire peur comme ça. Les gens vous disent qu'ils sont sereins, qu'ils n'ont rien à se reprocher. Alassane Ouattara, là, nous n'avons pas dit que c'est l'homme le plus clean du monde. Mais c'est quelqu'un, ce n'est pas dans ces scandales-là qu'il va se retrouver. Et en salissant les collaborateurs d'Alassane Ouattara, on dit bien que qui s'assemble se ressemble. On voit très bien ce que vous voulez faire. Vous voulez salir les proches du président pour qu'on dise que lui-même il est malhonnête parce qu'il s'associe à des personnes malhonnêtes. Mais, et c'est pourquoi vous dites non, en fait là, le magistrat Nicolas Bayeto là, lui, il rate pas affaire, hein. C'est lui qui a traité l'affaire Big Malion, c'est lui qui a traité l'affaire de Karachi, c'est lui qui a traité la cadre. Hein. Il peut avoir fait tout ça là, mais il ne peut pas transformer la vérité en mensonge. Il ne peut pas transformer le réel en son voulu. Votre avocat là, il a beau être fort comment là. Quand le soleil sort là, il ne peut pas avaler le soleil pour nous dire qu'il fait noir. Parce que les faits sont ce qu'ils sont. Votre avocat là, il ne pourra pas transformer quelqu'un qui est malhonnête en un homme honnête. Comme il ne pourra pas transformer un malhonnête en homme honnête. Parce que les faits là, ce ne sont pas les humains qui les créent. Et donc là, le poids du réel s'impose à tous. Là où le parquet de Nanterre s'impose à lui-même tout commentaire sur cette affaire en cours, quel est donc l'objectif de cet article d'Africa Intelligence qui n'a pas pu se donner les moyens d'attendre la fin de l'enquête pour donner des informations humiliables, des informations factuelles, des informations sans douter, mais qui plutôt fait dans de la précipitation. C'est une attitude assez bizarre. Oh bon, on va laisser tout ça. Allons doucement. Ou bien vous voulez faire dans Scoop. Si vos journaux ne vendent plus, parce que vous n'avez plus de crédibilité, donc vous voulez faire dans du Scoop, Abidjan tremble. Mais quand on lit le fond de votre article, regardez combien de points j'ai donné pour vous déconstruire. Je ne connais même plus le nombre. C'est presque une cinquantaine dans un seul article. Mais si vous ne faites plus pignon sur rue et que vous pensez qu'en écrivant des articles sensationnels pour avoir le scoop, ça c'est un modèle dépassé. C'est un modèle dépassé. Les gens font ça mieux sur Internet, sur TikTok que vous. C'est un modèle dépassé. Surtout quand c'est de la salade que vous produisez sur des feuilles de journaux, vous n'aurez jamais le scoop que vous voulez. Ça, c'est un. Ou bien, est-ce que vous étiez en service sur commande? Et c'est à cela que l'article ressemble. Parce que comme on est à la fin, Sakadjan vient d'avoir plusieurs scandales.
Il suffit de payer un journal qui en manque de prestige pour aussi salir le pouvoir d'Abidjan, pour que le pouvoir d'Abidjan et Chakadjan qui est englué dans les dernières conclusions qui sont sorties par la commission d'enquête du Parlement suisse. Là, comme ça, on va essayer d'être dans un jeu de se comparer dans la médiocrité. Ah, vous aussi, vous avez commis quelque chose en France. Hey, on ne peut pas salir quelque chose qui est déjà propre. Même si c'est votre juge Nicolas Bayeto là, il ne peut pas salir quelque chose qui est propre. Il ne pourra jamais salir ce régime-là et il ne pourra jamais transformer le faux en vrai. Ça, il faut que vous le mettiez en tête. Donc là, si c'est de l'argent que vous avez réussi pour écrire une telle salade, en tout cas, vous avez bien fait de prendre votre argent, mais celui qui a écrit et celui qui a suscité cet article-là, en tout cas, il a perdu son argent. Parce que un ignorant comme moi, quelqu'un qui n'a même pas de doctorat comme moi, un homme qui n'a que son certificat de naissance, vient de vous dénuder en face du monde pour montrer que cet article de ver de terre, même un ver de terre qui se donne les moyens de réfléchir, pouvait écrire mieux que ça. Et vous êtes en porte-à-faux contre même les principes de la justice. Là où le tribunal lui-même se donne le droit de ne pas faire des commentaires, vous tombez dans le commentaire, vous livrez les identités des personnes qui sont encore dans l'enquête et vous faites plein d'erreurs. Ça, c'est vous qui le voyez. Et donc, vous ne pouvez pas inquiéter les gens. Nous ne sommes plus dans la République où c'était la dialectique du maître et de l'esclave. Ah non, comme il s'appelle Nicolas Bayeto là, comme il est français là, quand il va venir là, ça ne sera pas bon pour nous deux. Donc on a commencé à trembler. Donc ils prennent l'affaire de Karachi, l'affaire de Big Malion, l'affaire des taxes sur carbone. Donc ça veut dire qu'il y a des gens malhonnêtes en France. Donc les gens malhonnêtes là, il y en a en France. Et donc ça continue, mais ça s'est arrêté. Et donc vous ferez mieux de nettoyer votre société des brebis galeuses et des gangrènes métastasées qui sont dans votre société, plutôt que de vouloir inventer. Et c'est toujours comme ça. Et c'est ce que j'avais critiqué. On a vu ça déjà sur France 24, sur RFI, où les opposants se permettent à dire n'importe quoi. Maintenant, un journal qui a un manque de crédibilité veut rentrer dans ce jeu-là. Mais aucun parmi vous ne pourra faire pression sur le gouvernement d'Abidjan. Et nous sommes prêts et déterminés. Nous étions prêts parce que nous savions la méthode française, la méthode de la prostituée qui se livre à tout le monde. C'est vous les Français. Et nous sommes prêts cette fois-ci à vous tenir bataille jusqu'au prix de nos vies. Nous ne sommes pas les gores, hein. Si tu viens sur le terrain intellectuel, là, nous on te montre que nous aussi on allait à l'école. Si vous voulez le terrain de la violence, là, si vous inquiétez le régime d'Abidjan par vos menaces, alors là, attendez-vous à nous. On va répliquer de la manière réciproque la plus vigoureuse et sans état d'âme. On est prêt pour ça. Si vous vous êtes fait chasser dans des pays enclavés comme le Burkina, le Mali, et que ça ne vous fait pas honte, et que dans cette même politique-là, vous avez perdu votre influence, et que vous pensez que c'est chaque fois qu'il y a des élections, vous faites des pressions sur des pays, en tout cas la Côte d'Ivoire sera votre Afghanistan. On préfère vous dire ça. Depuis plusieurs semaines, Hassan Dakala exprime le souhait d'être entendu en Côte d'Ivoire et assure vouloir s'expliquer devant le juge d'instruction. En parallèle, et avec le soutien discret de certains hauts responsables ivoiriens, dont Téné Brahima Ouattara, le patron de Porteo tâche de préparer une contre-attaque judiciaire. Ce que vous êtes en train de dire là, ça là même c'est long. Vous savez très bien que il y a la coopération militaire entre la France et Abidjan. Vous savez ça très bien. Et donc, au lieu de mettre le discrédit, ils veulent encore dire que non, Hassan Dakala dit que lui va être jugé. Depuis quand vous avez eu quelqu'un qui est un criminel qui dit au juge d'instruction, je veux que tu me juges. Et donc, le journal poubelle passe encore pour dire, non, Hassan Dakala est en train de faire ça, c'est avec le soutien des TBO. Là, comme ça, là, ils vont essayer de préparer une contre-attaque. Hey, vous ne pouvez pas blaguer quelqu'un. La vérité et le faux de cette histoire sera démêlé. Mais, si vous ne savez pas qu'il y a la coopération judiciaire entre la Côte d'Ivoire et Abidjan, je suis désolé pour vous. Mais au nom de cette coopération militaire-là, on peut mettre en place une commission rogatoire internationale. Si vous aviez pris le temps de vous renseigner pour savoir comment la justice fonctionne, au plan national et au plan international, vous n'aurez pas écrit ce paragraphe-là qui est une marque de votre stupidité. Parce que simplement, il suffit de créer une commission rogatoire. On prend des experts, on les met là, ils font les études, et propre là. On ne va pas pouvoir corrompre quelqu'un.
Donc, si vous écrivez vos salades, apprenez à les écrire correctement. Parce qu'il y a des gens intelligents qui lisent et qui prennent le temps sans sentiment. Je ne soutiens pas le gouvernement d'Abidjan. Je ne soutiens pas Hassan Dakala. Je ne soutiens personne. Mais ce que je soutiens, c'est la vérité. Quelle que soit l'issue de l'affaire, c'est la vérité. Mais je n'accepterai pas que une enquête qui est en cours, vous puissiez sauter dans tous les sens pour faire des conclusions qui font des suggestions. C'est ce que je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas que le tribunal de Nanterre ne fasse pas de commentaires, mais que ce soit un journal qui vient en faire des commentaires. Je ne supporte pas que les accusés, ou bien les prétendus accusés, vous puissiez délivrer l'identité de certains pour porter atteinte à l'enquête elle-même et délibérément cacher aussi l'identité de certains. Voilà autant de choses qui me gênent. Je ne supporte pas le fait que vous ne puissiez pas vous poser des questions minimales. Ah, mais un jet privé, ce n'est pas un vélo. Un jet privé, là, si ça ne vole pas, là, un avion, là, si ça ne s'envole pas, là, c'est pas bon. Tout le monde sait ça. Donc, là, quand quelqu'un paye un jet privé, là, lui-même, son souhait, c'est qu'il gagne des clients. Est-ce que Ténébrement a utilisé l'avion, là, en payant l'argent, en payant le service, ou bien est-ce qu'il n'a pas payé? Vous ne vous êtes pas posé toutes ces questions-là. Et vous faites des suggestions. C'est tout ça qui me gêne. Et c'est sur tout ça qu'il va falloir donc faire lever le voile. Quand vous dites que Hassan Dakala va être jugé en Côte d'Ivoire, mais là où l'affaire est déjà dans le maître des tribunaux de Nanterre, là, rien ne les empêche de mettre une commission rogatoire internationale en place. Et ça, personne ne peut convaincre, personne ne peut corrompre cette commission-là. Et donc, ne partez pas vite en besoin pour nous dire ce que les choses vont être, alors que les choses ne sont pas. C'est malhonnête. Il affirme avoir fait l'objet de tentatives d'extorsion de fonds de la part d'une nébuleuse d'affairistes libanais très actifs entre Beyrouth et Paris. Hassan Dakala dit qu'il y a une nébuleuse de personnes qui sont des affaires, dans les affaires là-bas, entre Paris et Beyrouth, qui ont mené des pressions sur lui pour lui retirer de l'argent. Le magma se serait ainsi vu proposer, via une poignée d'intermédiaires, l'extinction de l'affaire contre un versement de 1 million d'euros, ce qu'il a refusé. Hassan Dakala dit qu'entre Paris et puis Beyrouth, là, il y a des hommes d'affaires qui lui ont proposé que s'il donnait 1 million d'euros, là, que l'affaire là, on va tuer l'affaire là. Mi-octobre, un dossier judiciaire a été constitué en Côte d'Ivoire pour dénoncer ce présumé réseau d'extorsion libanais. Et donc, à partir du 15 octobre 2024, il y a un dossier qui a été monté en Côte d'Ivoire pour dénoncer ce présumé réseau d'extorsion. Vous avez vu ici, ils n'ont pas donné le nom. Le témoignage d'un repenti ayant officié dans cette bande, un certain Alika, a été consigné sur le procès verbal à Abidjan. Ce qui n'a aucune incidence sur les investigations françaises en cours. Ils disent que tout ce qui s'est fait à Abidjan là, que les enquêtes qui sont à Paris là, que ça n'a aucun effet dessus. C'est la première enquête d'envergure pour corruption présumée qui touche le cœur du pouvoir ivoirien depuis l'élection d'Alassane Ouattara en 2011. Ils disent depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, il n'y a jamais une affaire de corruption qui l'a touché. Mais cette fois-ci, c'est la première fois qu'une affaire de corruption touche le pouvoir d'Alassane Ouattara depuis qu'il est là en 2011. Donc 2011, 2020, 2025, c'est en 2024 Alassane Ouattara est devenu bête. Il va maintenant accepter d'être corrompu. Soyez un peu intelligent. Votre article ne fait même pas les preuves d'un minimum d'intelligence. On dit qu'il faut juger un homme par ses habitudes. Sauf changement de programme, le juge d'instruction est attendu à Abidjan au mois de février pour auditionner plusieurs acteurs de ce dossier, à commencer par Hassan Dakala, une étape aussi attendue que redoutée. Et donc, ils disent que dans le mois de février 2025, là, qu'il y a une commission des avocats qui va venir avec un juge d'instruction. Et quand ils vont venir là, ça ne sera pas bon. Ils vont venir, vont entendre Hassan Dakala. Et que ça, actuellement là, les gars ont peur comme ça à Abidjan là-bas. Regarde une telle salade. Regarde de telles divagations. Et c'est ça là qui se dit un journal sérieux. C'est vraiment un journal qui est fait pour les républiques bananières. Parce qu'il faut avoir une mentalité bananière, une mentalité vraiment déviante pour produire de telles salades.
Mais le juge peut simplement convoquer les personnes de l'autre côté. Ils iront. Cela n'empêchera pas les officiels ivoiriens de voyager. Ils vous ont déjà dit qu'ils ne se reprochent rien. On attend le juge pour poursuivre ces enquêtes. Mais on tient aussi à vous dire qu'ils peuvent créer une commission rogatoire. Mais ils seront les bienvenus à Abidjan. Mais rien ne dit que c'est pour entendre les autorités. Quand vous dites que c'est redouté, c'est qui redoute? Est-ce les autorités? Vous faites dans de la suggestion, dans le vide. Et comme je vous le disais là, vous le savez très bien, il y a la coopération militaire entre les deux pays. Il suffit simplement de se donner le temps de mettre une commission rogatoire internationale en place. Tout ce bruit que vous avez fait là, la vérité et le faux seront démêlés. Donc ne vous donnez pas de la contenance dans un article poubelle où on a fait relever des dizaines de failles. C'est vraiment pitoyable pour un journal qui se veut sérieux. Je peux vous dire que celui qui a peur, c'est celui qui vous a demandé d'écrire cet article. Sinon, du côté d'Abidjan, là, les gens ne savent même pas qu'il y a quelque chose. Et c'est la sérénité qui est de mise du côté d'Abidjan. Mais Africa Intelligence, on va arrêter là le massacre. Je vais vous rappeler quelques faits pour vous dire ce que le monde entier retient de vous. Votre journal Africa Intelligence, là, c'est à cause de vos conneries là que vous avez changé de nom. Sinon, c'est vous qu'on appelait la lettre du continent. Tout le monde le sait. Mais si vous avez changé de nom, dites à tout le monde pourquoi vous avez changé de nom. Parce que si votre nom collait à une crédibilité positive, je ne crois pas que quelqu'un qui change... Les criminels ont beaucoup l'habitude de changer de nom hein, pour disparaître dans la foule. Pour une compagnie qui a une autorité morale à défendre, changer de nom, ça veut dire que vous n'étiez plus fier du nom, la lettre du continent. Mais pourquoi vous n'en étiez plus fier? À cause des scandales que vous avez créés, à cause de la désinformation, de la malhonnêteté informationnelle. Parce que vous aviez perdu le peu de crédibilité que vous aviez. Et pour toujours exister, vous aviez changé de nom. Parce que quand la réputation de votre journal est constamment mise à nu, vous n'aviez d'autre choix que de changer. Mais vous aviez continué les mêmes méthodes. Mais ce que vous ne saviez pas aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, là, il y a des gens intelligents. Je vais vous donner seulement 3 exemples. On ne va pas aller trop loin avec votre esprit. Je vais vous donner seulement 3 exemples. Et on va arrêter le massacre là. Et comme moi, j'aime donner les exemples, je ne les donnerai pas pour parler, pour jouer au héros. Vous permettrez que je mette les liens. Je vais mettre les liens. Tant que je ne vois pas les liens dans les commentaires, je ne vais pas parler. Donc, ça fait 1 fois, ça fait 2 fois, ça fait 3 fois. Donc, je vais mettre d'abord les liens. Je vois les liens qui sont en train d'apparaître. Donc, vous me permettrez de mettre tous les liens. Là, quand c'est comme ça, tous les liens seront là. Et quand je vais commencer à parler, on ne dira pas que je fais dans l'invention. Donc, je mets les liens avant de parler. Donc, je viens de mettre le 2e lien. Ils viennent de me bloquer. Mais ça ne passera pas. Je vais trouver une autre solution. Il y a encore un 3e lien. Voilà. Mais toujours est-il qu'il y a... Voilà. Il y a... Voilà. Il y a les 2 premiers qui sont passés. Je vais essayer le 3e. Si le 3e ne passe pas, je vais faire parvenir ça à quelqu'un. Je vais essayer. Si ça ne passe pas, je vais faire parvenir ça à quelqu'un qui va faire passer. Donc, vous m'excusez grandement. Ok. Dieu merci, ça passe. Voilà. Dieu merci, ça passe. Je vais mettre encore. Dieu merci, ça passe. Mais il faut que je vois dans les commentaires. Là, quand c'est... Voilà, Dieu merci. Je vois ça dans les commentaires maintenant. Là, je peux certifier que c'est passé. Donc, je vous ai dit que je vais vous donner 3 exemples de la malhonnêteté de ce journal qui a même eu honte de son nom et de sa réputation. Et les exemples que je vais vous donner là, avant de parler, j'ai mis les liens. Si j'ai mis les liens, c'est pour que vous ouvriez, pour que ce que je vais dire, si c'est faux là,
vous mettez en temps réel, tu mens. J'ai bien dit 3 liens, et c'est ces 3 liens que j'ai mis. Chaque lien là, j'ai mis ça 3 fois. Le premier lien, voici ce qu'il nous dit. Les avocats sous-signés dénoncent avec force auprès de l'opinion publique nationale et internationale la teneur d'un article mensonger et diffamatoire paru dans le numéro du quotidien Africa Intelligence, publié en ligne le 27 avril 2023, en mettant gravement en cause l'intégrité de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, dans un article intitulé « De Niamey à Lagos sur les traces des millions perdus d'Areva dans l'Uranium Gate ». C'est le premier lien que j'ai mis. Ce même journal Africa Intelligence avait menti sur l'ancien président du Niger, Issoufou Mahamadou. Ils ont écrit un article aussi comme ça. Oui, de Niamey à Lagos sur les traces des millions perdus d'Areva dans l'Uranium Gate. Pour impressionner qui? L'État du Niger a posé plainte contre eux. Et l'État du Niger dit que Africa Intelligence là, c'est du mensonge, un article mensonger et diffamatoire. Ça, c'est le premier article. J'ai mis le lien. Le deuxième article. Africa 24 annonce une plainte multiple en diffamation contre Africa Intelligence. Africa 24, là, tout le monde sait que c'est une chaîne de télévision. Ils disent qu'ils ont posé une plainte avec plusieurs aspects de diffamation. Dans la plainte, là, Africa Intelligence a menti sur plusieurs points. Ils ont déposé cette plainte-là. Voici, ça c'est le deuxième lien que j'ai mis. Le groupe Africa 24, premier éditeur TV en Afrique, annonce une plainte contre Africa Intelligence, entre parenthèses ex-lettre du continent, pour diffamation. Dans ses éditions du 11 janvier et du 13 janvier 2023, le journal français, par abonnement, a publié 2 articles intitulés « Histoire secrète derrière la chute de la chaîne de Africa 24 », illustré par une photo de M. Constant Nemale et le logo officiel d'Africa 24. Ils ont posé plainte contre eux pour diffamation. Ça, c'est quel journal qui est englué dans le mensonge facile et dans la diffamation? Et le troisième que je donne, j'ai bien dit, j'aurais pu aller plus loin, mais je vais limiter les dégâts ici. Le troisième, le président ivoirien, et ils ne sont pas à leurs premiers essais, le président ivoirien avait porté plainte il y a 3 ans contre le bimensuel désormais fusionné au sein d'Africa Intelligence pour une brève publiée en août 2017. Elle évoquait un fonds de souveraineté de 520 millions d'euros dont aurait profité le président, le chef de l'État Alassane Ouattara. Dans la première partie de la décision, le tribunal stipule noir sur blanc les propos poursuivis sont diffamatoires envers Alassane Ouattara. Que Africa Intelligence, quand ils ont rendu le verdict là, on dit les propos poursuivis sont diffamatoires envers Alassane Ouattara. Africa Intelligence a menti sur Alassane Ouattara. Il révèle ainsi plusieurs termes qui imputent au président de la République d'utiliser dans son intérêt et selon son bon vouloir les fonds d'un montant conséquent, composé d'argent public. Il est par ailleurs insinué qu'il a augmenté le montant de ces fonds dont il use sans contrôle, son frère étant opportunément chargé de leur gestion en tant que ministre des Affaires présidentielles. Précise encore le juge. Il conclut donc qu'il est effectivement porté atteinte à l'honneur et à la considération d'Alassane Ouattara, puisque le comportement décrit s'apparente à l'infraction de détournement de fonds publics. On dit le même journal là, ils avaient fait ça. Un moment là, le petit frère du président, Téné Brahma, était le ministre des Affaires présidentielles. Le même journal a menti sur le président Ouattara. Que le président Ouattara là, il a payé 520 millions d'euros, il se paye maintenant, il est devenu non puissant, il a 1000 milliards, et donc là, c'est son petit frère Téné Brahma Ouattara qui gère l'argent là, et donc ça là, c'est pas bien. Et donc, le même comportement qu'ils ont eu dans ce journal là, c'est le même comportement. Quand ils sont allés en justice là, le juge dit que ce que Africa Intelligence a écrit là, c'est quelque chose qui est faux, et c'est quelque chose qui porte atteinte à l'honneur de quelqu'un. Tu n'es pas voleur, on t'accuse d'être un voleur. C'est comme si on voulait tuer ta dignité. Et donc, le tribunal les a condamnés pour atteinte à l'honneur
et à la considération d'Alassane Ouattara, puisque le comportement décrit par Africa Intelligence s'apparente à l'infraction de détournement de fonds publics. Puisque dans leur mensonge, ils ont voulu tuer l'honneur d'Alassane Ouattara pour faire croire que Alassane Ouattara a voté un budget de souveraineté pour voler l'argent public avec son petit frère Téné Brema Ouattara. Donc, quand on a fait un tel journal, si c'était qu'il n'avait pas un historique de mauvaises pratiques, on aurait pu dire que c'est une erreur. Mais ils le font parce que c'est un journal poubelle, ou bien c'est un journal qui est commandé, ou bien ce sont des journalistes incompétents, ou bien ce sont des journalistes qui n'ont de respect que pour la France et du mépris pour l'Afrique. En tout cas, quel que soit là où vous allez mettre l'affaire, on va plus s'amuser avec eux. À la moindre incartade, on sortira ici pour leur dire leur vrai nom et leur montrer leur nullité légendaire dont ils ont fait preuve dans l'article qu'ils ont pu produire, qui n'est que de la poubelle. Cet article qu'ils ont produit en date du 23 décembre 2024.